Les cris cessèrent après 3 jours, non pas parce que la victime était morte, cela aurait été une grâce. Il s'avère que le corps humain a un point de rupture où les cordes vocales cèdent tout simplement. Où la gorge devient si irritée que même l'agonie la plus inimaginable ne peut produire qu'un râle humide et rauque. Les bourreaux de la Tour de Londres connaissaient cela intimement. Ils tenaient des registres détaillés, heure du premier cri, heure des aveux, heure où la voix faiblissait, heure où les yeux se vidèrent, mais le cœur continua de battre. Vous avez vu des instruments de torture médiévaux dans les films. La Vierge de fer avec ses pointes, le chevalet étirant les corps jusqu'à ce que les articulations craquent. Mais ces accessoires hollywoodiens ne reflètent pas ce qui s'est réellement passé dans ces salles de pierre sous les châteaux européens. Les instruments réels étaient beaucoup plus sophistiqués, plus calculés. Les hommes qui les ont conçus comprenaient l'anatomie. Avec la précision de chirurgiens, ils savaient exactement combien de pression un fémur pouvait supporter avant de se briser, exactement où placer un tranchant métallique pour maintenir quelqu'un conscient pendant des jours tandis que son corps était systématiquement détruit. Laissez-moi vous faire découvrir 11 dispositifs qui ont redéfini la souffrance humaine. En commençant par un dispositif si efficace, si cruellement précis que les prisonniers condamnés mordaient leur propre langue plutôt que de le subir, le chevalet. Le chevalet semblait d'une simplicité trompeuse. Juste un cadre en bois avec des rouleaux à chaque extrémité, les chevilles attachées à un rouleau, les poignets à l'autre. Tournez la manivelle et le corps s'étire. Mais le duc d'Exeter savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a apporté cet appareil à la Tour de Londres en 1420. L'assistant du bourreau plaçait sa main sur votre poitrine, cherchant ce moment précis où votre respiration changeait lorsque votre corps réalisait ce qui allait arriver. Puis vint le premier tour de la manivelle. La corde se tendait avec un bruit semblable à la drague d'un navire pendant une tempête. Vos épaules brûleraient en se frottant contre leurs orbites. Mais ce n'était que la salutation, l'introduction. Le vrai travail commençait avec le 2e tour, puis le 3e. Votre colonne vertébrale s'allongerait, les vertèbres se séparant avec des craquements humides qui résonnaient sur les murs de pierre. Des témoins ont décrit avoir entendu des sons comme du bois vert qui se brisait. C'était le cartilage entre vos côtes qui se déchirait. Vos hanches se luxaient avec une sensation de broiement que les victimes décrivaient comme si leurs os étaient pleins de verre brisé. Ancu a subi le chevalet en 1546. La martyre protestante était une femme cultivée, bien élevée, qui avait déjà subi un interrogatoire préliminaire. Lorsqu'on l'étira sur le banc de torture, quelque chose d'inédit se produisit. Le bourreau habituel refusa de continuer. Il déclara que ses articulations étaient déjà séparées, que poursuivre la torture la tuerait. Le Lord Chanceley prit alors les choses en main, actionnant le dispositif jusqu'à ce qu'Anne ait les épaules et les hanches complètement disloquées, les coudes hyper, étendus vers l'arrière. On dut la porter à son exécution sur une chaise, son corps ne pouvant plus se soutenir. Elle ne leur révéla jamais un seul nom. Mais voici ce que les films ne vous montrent jamais, les séquelles pour ceux qui survivaient. Une fois que les ligaments étaient étirés au-delà de leur point de rupture, ils ne se rétablissaient jamais complètement. Les victimes passaient le reste de leur vie avec des articulations qui se disloquaient à la simple idée de tendre la main pour prendre un verre. Leur colonne vertébrale restait allongée, les rendant plus grands de quelques centimètres, mais incapables de tenir droit. Les lésions nerveuses étaient permanentes. Certaines développaient une affection où leur corps se contorsionnait soudainement de douleur des années plus tard, les muscles essayant de protéger des articulations qui ne guériraient jamais. Pourtant, comparé à ce qui suivait, le banc de torture était presque une forme de clémence. Au moins, c'était rapide. Le chevalet espagnol pouvait durer des jours. Imaginez une poutre de bois triangulaire, le tranchant affûté comme une lame de couteau, monté sur des pieds comme un chevalet de menuisier. Imaginez maintenant être forcé de s'asseoir dessus à nu, le poids de votre corps entier pressant sur votre pubis. La victime était soulevée sur le dispositif, les jambes de chaque côté du tranchant. En quelques minutes, le tranchant commençait à couper les tissus mous du périnée. La douleur était immédiate et accablante. Les victimes la décrivaient comme une épée poussée lentement à travers leur corps, mais les bourreaux ne se contentaient pas de la gravité. Ils attachaient des poids aux chevilles de la victime, 20 livres au début,
puis 40, puis 60. Chaque poids supplémentaire enfonçait le tranchant plus profondément. L'ingéniosité du dispositif, si l'on peut appeler une telle cruauté ingéniosité, était qu'il attaquait la zone la plus riche en nerfs du corps humain tout en gardant la victime pleinement consciente. Les hommes sentaient leur scrotum se déchirer comme un fruit sur mûr. Les femmes voyaient leurs os pelviens se séparer sous la pression. Le poids finissait par faire couper le tranchant en bois si profondément qu'il atteignait le coccyx, le fendant parfois en deux. Un rapport de la marine britannique indique qu'après seulement 2 heures, la capacité d'un homme à engendrer des enfants était détruite à jamais. Après 4 heures, les victimes perdaient le contrôle de leurs vessies et de leurs intestins de façon permanente. Les nerfs contrôlant ces fonctions étaient sectionnés par le tranchant en bois. Après 6 heures, le bassin lui-même commençait à se fissurer. L'Inquisition espagnole affectionnait particulièrement cet instrument pour les femmes accusées d'adultère ou de sorcellerie. On recouvrait parfois le tranchant en bois de sel ou de vinaigre, ajoutant une agonie chimique brûlante à la scission mécanique. Le journal d'un inquisiteur décrit le cas d'une femme laissée sur l'instrument pendant 3 jours. À la fin, le tranchant en bois avait creusé si profondément que ses os des hanches étaient visibles de chaque côté de la poutre. Ceux qui survivaient, et beaucoup ne survivaient pas, mourant de perte de sang ou d'infection, étaient laissés à jamais mutilés. Ils marchaient avec une démarche distinctive, leur bassin ne guérissant jamais correctement. Beaucoup ne pouvaient plus s'asseoir normalement pour le restant de leurs jours. Les dommages psychologiques étaient tout aussi graves. Des décennies plus tard, les victimes rapportaient des cauchemars où elles se sentaient à nouveau déchirées. Mais si l'âne espagnol détruisait de bas en haut, le prochain instrument s'attaquait au siège même de l'identité humaine, le crâne lui-même, le brise-crâne. Le brise-crâne était d'une élégante simplicité. Un capuchon métallique sur le crâne, une barre sous le menton et une vis qui les rapprochait. La victime était assise, son menton placé sur la barre inférieure. Le capuchon métallique était positionné sur le dessus de sa tête, souvent avec une lenteur cérémonielle, lui permettant de comprendre pleinement ce qui allait se produire. Puis, le bourreau commençait à tourner la vis. Seulement un quart de tour au début. La pression s'accumulait sur le crâne, comme le pire mal de tête du monde. Encore un quart de tour. Les nerfs de la victime commençaient à faire mal à mesure que sa mâchoire était comprimée. C'est là que commençait la véritable horreur. À mesure que la pression augmentait, les parties les plus faibles du crâne cédaient en premier. Les dents explosaient sous la pression, projetées hors de la bouche de la victime comme des balles. L'os de la mâchoire se brisait, des fragments d'os transperçant les joues, mais le bourreau continuait à tourner. Le crâne humain peut supporter environ 520 livres de force avant de commencer à se fracturer. Le brise-crâne pouvait exercer plus de 1/500 livres de pression. À mesure que la pression augmentait, le crâne commençait à se déformer. Les os temporaux au-dessus des oreilles craquaient en premier, suivis de l'os occipital à la base du crâne. Des témoins ont décrit avoir entendu des bruits comme des noix concassées, puis vinrent les yeux. L'accumulation de pression à l'intérieur du crâne n'avait nulle part où aller. Les globes oculaires se bombèrent vers l'extérieur, se raidissant contre les orbites. D'un tour de vis supplémentaire, ils jaillirent complètement, pendus aux nerfs optiques. Certaines versions du brise-crâne étaient équipées de petits récipients pour les recueillir. La victime était encore consciente à ce stade, aveugle mais consciente, sentant son crâne s'effondrer lentement comme un œuf dans un étau. Les archives de l'Inquisition espagnole décrivent l'utilisation du brise-crâne sur un ministre protestant en 1563. Ils tournèrent la vis juste assez pour lui craquer les dents et lui fracturer la mâchoire, puis s'arrêtèrent. Ils le laissèrent dans l'appareil pendant 6 heures, tapotant occasionnellement le capuchon métallique avec un marteau pour envoyer des ondes de choc d'agonie à travers son crâne en train de se briser. Lorsqu'ils le libérèrent enfin, son visage était tellement déformé que sa propre femme ne pouvait plus le reconnaître. Il avoua tout ce qu'il voulait. Ceux qui survécurent à une séance avec le brise-crâne, et l'appareil était souvent utilisé juste en dessous de la force létale, vivaient avec des blessures dévastatrices, des mâchoires fracassées qui ne guérissaient jamais correctement, une cécité permanente due à des nerfs optiques endommagés
et des déformations du crâne qui causaient des douleurs et des pressions constantes. Beaucoup souffraient de crises d'épilepsie pour le reste de leur vie, leur cerveau endommagé ne se remettant jamais du traumatisme. Pourtant, même le brise-crâne pâlit comparé au sadisme calculé du prochain appareil, le berceau de Judas. Imaginez une pyramide de 3 pieds de haut, faite de fer, le point affûté à une pointe pas plus large qu'un bout de doigt. Imaginez maintenant d'être suspendu au-dessus, nu, les jambes écartées alors que vous êtes lentement abaissé sur ce point. Le berceau de Judas transformait la gravité en un instrument de destruction intime. La victime était tissée par des cordes, ses jambes écartées et maintenues. La pointe de la pyramide était positionnée directement sous son anus ou son vagin. Puis, avec une lenteur agonisante, elle était abaissée. La pointe touchait d'abord, puis pressait, puis pénétrait. Le poids du corps de la victime poussait la pyramide plus profondément, étirant et déchirant les tissus les plus sensibles du corps humain. Mais les bourreaux avaient affiné ce processus jusqu'à en faire un art. Ils ne laissaient pas simplement tomber la victime sur la pyramide, cela serait trop rapide. Au lieu de cela, ils l'abaissaient d'un pouce à la fois. La pointe pénétrait juste assez pour causer une douleur atroce, mais pas des dommages mortels immédiats. Il maintenait la victime à cette hauteur, parfois pendant des heures, ses muscles des jambes se contractant et faiblissant alors qu'elle essayait désespérément de se soutenir. Certaines versions du berceau de Judas étaient chauffées. La pyramide était placée sur des braises jusqu'à ce qu'elle devienne rouge sombre. La victime sentait la chaleur monter alors qu'elle était positionnée au-dessus, sachant ce qui allait arriver. Lorsqu'elle était finalement abaissée, le métal brûlant cautérisait les tissus en les déchirant, empêchant la perte de sang qui aurait pu apporter la grâce de l'inconscience. L'Inquisition espagnole employa le berceau de Judas de manière extensive au XVIe siècle. Un récit décrit une femme accusée de sorcellerie qui fut soumise à cet instrument pendant 12 heures. Les bourreaux l'élevaient et la laissaient retomber sur la pyramide à plusieurs reprises. Chaque chute allait plus profondément. À la fin, la pyramide de fer avait déchiré son rectum et pénétré sa cavité abdominale. Elle survécut 3 jours avant de mourir d'un choc septique. Les dommages infligés par le berceau de Judas étaient catastrophiques. La pyramide détruisait le sphincter anal, laissant les survivants incontinents à vie. Elle déchirait la paroi entre le rectum et le vagin chez les femmes, créant des fistules qui ne guérissaient jamais. L'étirement et la déchirure des tissus internes causaient des infections massives. De nombreuses victimes mouraient des jours ou des semaines plus tard de péritonite, les bactéries des intestins déchirés se propageant dans leur cavité abdominale. Mais être l'aspect le plus psychologiquement dévastateur du berceau de Judas était son caractère sexuel. Ce n'était pas seulement de la torture, c'était un viol par un objet inanimé. Une violation si profonde que de nombreuses victimes étaient incapables de parler de leur expérience. La honte et le traumatisme persistaient longtemps après que les blessures physiques eurent guéri, si elles guérissaient un jour. Le déchiqueteur de seins poussait cette cruauté sexualisée encore plus loin, créant un instrument spécifiquement conçu pour mutiler les femmes. Fabriqué en fer, il se composait de 4 griffes qui pouvaient être chauffées jusqu'à devenir rouges. Les griffes étaient fixées sur le sein d'une femme, pénétrant la chair avec leurs pointes acérées, puis, avec un mouvement lent et délibéré, le bourreau tirait. Les griffes déchiraient la peau, la graisse et le tissu mammaire, arrachant littéralement le sein du corps de la femme. Cela ne se faisait pas rapidement. Le bourreau tirait lentement, prenant parfois des minutes pour retirer complètement le sein. La victime sentait chaque fibre de tissu se déchirer, chaque vaisseau sanguin se rompre. Si les griffes étaient chauffées, l'odeur de chair brûlée emplissait la chambre, tandis que le métal brûlait les tissus. Certaines femmes s'évanouissaient de douleur. Elles étaient réanimées avec de l'eau froide, et le processus continuait avec l'autre sein. Le déchiqueteur de seins était réservé aux femmes accusées d'adultère, de sorcellerie ou d'autres crimes contre la morale. C'était à la fois une torture et une punition symbolique, une attaque contre les symboles mêmes de la féminité et de la maternité. La version fixée au mur, appelée l'araignée de fer, était encore plus brutale. La femme était attachée, ses seins pressés contre les griffes pointues fixées au mur. Puis, elle était tirée,
laissant son sein derrière elle, toujours empalé sur le dispositif. Un cas documenté de l'Allemagne du XVe siècle décrit une femme accusée d'adultère qui a subi le déchiqueteur de seins. Le dispositif était chauffé jusqu'à devenir rouge vif lorsque les griffes pénétraient son sein. Des témoins ont déclaré que le bruit de sifflement était audible dans toute la chambre de torture. Le bourreau tirait si lentement que cela prenait près de 10 minutes pour retirer complètement le sein. La femme a survécu mais est morte 3 jours plus tard d'une infection, sa cavité thoracique étant ouverte jusqu'à l'os. Les rares survivantes du déchiqueteur de seins étaient laissées physiquement défigurées à jamais. Au-delà de la mutilation physique évidente, beaucoup souffraient d'infections chroniques, les plaies cicatrisant rarement correctement. Le traumatisme psychologique était tout aussi grave. Ces femmes étaient marquées à jamais, leur mutilation étant un signe visible de leur crime supposé. Beaucoup étaient rejetés par la société, incapables de se marier ou de se remarier, condamnés à vivre comme des parias. La paire d'angoisse infligeait la torture à l'intérieur même du corps. En forme de poire et faite de métal, cet instrument se composait de 4 segments qui pouvaient s'écarter grâce à un mécanisme à vis. Dans sa position fermée, il était assez lisse pour être inséré dans une cavité corporelle. Une fois en place, le bourreau tournait la vis, ce qui faisait s'étendre les segments métalliques vers l'extérieur comme les pétales d'une fleur mortelle. La paire avait différentes applications selon le crime supposé. Pour les blasphémateurs et les hérétiques, elle était insérée dans la bouche. En s'ouvrant, elle disloquait la mâchoire, déchirait les coins de la bouche et pouvait casser les dents et les os. Pour les femmes accusées de sorcellerie ou d'adultère, elle était insérée vaginalement. Pour les hommes homosexuels, analement. Dans chaque cas, l'expansion déchirait les tissus internes délicats, provoquant une douleur atroce et des dommages permanents. Le génie de la paire, si l'on peut appeler génie un tel mal, était qu'elle pouvait être contrôlée avec précision. Un quart de tour pouvait provoquer une gêne. Un demi-tour causait une douleur intense. Un tour complet déchirait les tissus. Plusieurs tours pouvaient provoquer des ruptures qui ne cicatriseraient jamais. Le bourreau pouvait l'élargir, le laisser en place pendant des heures, puis l'élargir encore. Un récit de l'Inquisition espagnole décrit l'utilisation de cet instrument de torture sur une femme accusée de concussion avec le diable. Le dispositif était inséré vaginalement et s'élargissait lentement au cours de 6 heures. Chaque tour de vis apportait une nouvelle agonie tandis que les tissus se distendaient et se déchiraient. À la fin, les lésions internes étaient si graves qu'elles saignaient continuellement pendant des jours. Elle a confessé tout ce dont on l'accusait, mais est morte une semaine plus tard d'une infection. La nature interne des lésions rendait la douleur particulièrement insidieuse. Contrairement aux blessures externes qui pouvaient être vues et potentiellement traitées, les déchirures internes menaient souvent à des infections impossibles à combattre avec la médecine médiévale. Les victimes qui survivaient souffraient souvent de fistules, des connexions anormales entre les organes qui les rendaient incontinentes ou les maintenaient dans une douleur constante. La roue brisante transformait l'exécution en spectacle public. La victime était attachée à la roue, ses membres enfilés à travers les rayons. Puis le bourreau brisait systématiquement ses os avec un marteau de fer, en commençant par les tibias et en montant jusqu'au bras. La roue était ensuite hissée à la verticale et montée sur un poteau, laissant la victime exposée aux éléments. Avec ses membres brisés et entrelacés à travers les rayons à des angles non naturels, elle restait là, encore vivante, parfois pendant des jours. Des corbeaux picotaient ses yeux, des insectes pondaient des œufs dans ses blessures. La foule observait la victime mourir lentement de choc, de déshydratation ou d'exposition. Le nombre de coups était souvent spécifié par le juge. Une exécution plus humaine pouvait inclure un coup à la poitrine ou au cou pour tuer rapidement la victime. Mais pour les crimes les plus graves, le bourreau recevait l'ordre d'éviter les coups fatals, garantissant que la victime souffrirait sur la roue aussi longtemps que possible. En 1589, Peter Stump, connu comme le loup-garou de Bedburg, fut exécuté sur la roue brisante, accusé de meurtre et de cannibalisme lié à la louve. Son exécution fut particulièrement brutale. Tout d'abord, de la chair fut arrachée de son corps avec des tenailles rougissantes.
Ensuite, ses bras et ses jambes furent brisés en 10 endroits. Enfin, il fut décapité et son corps brûlé. Mais avant la décapitation, cette fin de miséricorde, il passa des heures sur la roue. Son corps brisé se contorsionnait en un impossible chausson de douleur. Le caractère public de la roue brisante servait un but au-delà de la punition. C'était un avertissement, un spectacle conçu pour terroriser la population et la soumettre à l'obéissance. Le corps brisé sur la roue restait exposé pendant des semaines, un macabre rappel du prix à payer pour défier l'autorité. Des oiseaux nichent dans la cage thoracique. Les os blanchissaient au soleil. Finalement, il ne restait qu'un squelette, encore entrelacé aux rayons de la roue. Pourtant, même l'agonie publique de la roue brisante ne pouvait égaler l'efficacité de la méthode suivante, la torture à la scie. Un outil si simple, que l'on trouve dans n'importe quel atelier de menuisier. Mais suspendez une personne à l'envers, placez une scie à 2 hommes à son aine, et elle devient l'une des méthodes d'exécution les plus horribles jamais conçues. La victime était suspendue par les chevilles, ce qui assurait un flux sanguin vers le cerveau qui la maintenait consciente beaucoup plus longtemps que si elle était debout. Les bourreaux commençaient à scier à l'aine, la lame coupant d'abord les organes génitaux, puis le bassin. La position inversée signifiait que la victime ne s'évanouirait pas rapidement à cause de la perte de sang. Le cœur continuait de pomper le sang vers le cerveau même lorsque le bas du corps était sectionné. Certaines victimes restaient apparemment conscientes jusqu'à ce que la scie atteigne le nombril. Le processus était délibérément lent. Les bourreaux utilisaient un mouvement méthodique de va-et-vient, chaque coup de scie coupant un peu plus profondément. Ils s'arrêtaient parfois pour nettoyer la poussière d'os de la lame, prolongeant ainsi l'agonie. La victime ressentait tout, les dents acérées déchirant la peau, broyant l'os du bassin, rompant les organes un par un. Un récit de la Perse médiévale décrit un prince qui a été exécuté à la scie. Les bourreaux avaient pour instruction de scier assez lentement pour qu'il survive jusqu'à ce que la lame atteigne sa poitrine. Cela a duré plus d'1 heure. Des témoins ont déclaré qu'il avait crié pendant les 20 premières minutes, puis n'avait fait que des gargouillis alors que le sang lui emplissait la gorge. Mais ses yeux sont restés ouverts et mobiles jusqu'à la toute fin. L'horreur de la torture à la scie ne résidait pas seulement dans la douleur, mais dans la destruction complète du corps. Contrairement aux autres méthodes d'exécution qui laissaient un cadavre qui pouvait être enterré, la scierie laissait 2 moitiés d'un être humain. Celle-ci était parfois exposée séparément, accrochée à différentes portes de la ville comme un avertissement. Mais être aucun instrument de torture n'a capté l'imagination et l'horreur autant que le suivant, la Vierge de fer. Le nom lui-même semble presque romantique. La Vierge de fer, comme quelque chose d'un conte de fées sombre. Mais la réalité était un pur cauchemar, un sarcophage en forme de humain fait de fer, dont l'intérieur était tapissé de pointes positionnées pour pénétrer le corps à des dizaines de points lorsque la porte était fermée. Les pointes étaient disposées de manière à percer la victime sans atteindre immédiatement les organes vitaux, assurant ainsi une mort lente par hémorragie et défaillance organique. La plus célèbre fille de fer se trouvait à Nuremberg, en Allemagne. Elle possédait des pointes spécialement positionnées pour percer les yeux, la gorge, le cœur et l'aine. La victime était forcée à l'intérieur, et la porte était lentement refermée. En se fermant, les pointes pénétraient le corps de tous côtés. La victime était piégée dans l'obscurité totale, transpercée à des dizaines d'endroits, saignant lentement tandis que ses cris résonnaient à l'intérieur du cercueil de métal. Certains témoignages affirment que la fille de fer possédait des tuyaux acoustiques qui transmettaient les cris de la victime à l'extérieur tout en les distordant, les rendant inhumains. D'autres disent que les pointes étaient disposées de manière à éviter les artères principales, assurant ainsi que la victime vivrait pendant des heures, voire des jours, à l'intérieur du dispositif. La porte pouvait être ouverte périodiquement pour vérifier si la victime était encore en vie, puis refermée pour poursuivre la torture. La fille de fer combinait la claustrophobie, le traumatisme par pénétration et la mort lente en un seul et même ensemble horrible. Être lentement empalé par des dizaines de pointes tout en étant piégé dans un cercueil de métal capture quelque chose de fondamental concernant nos peurs les plus profondes. Elle représente les extrêmes de la cruauté humaine,
le point où la créativité était entièrement tournée vers la création de souffrance. L'empaillage. L'empaillage était absolument horriblement réel. Vlad III de Valachie, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, a fait de cette méthode d'exécution sa marque de fabrique. Le processus était méthodique. Un piquet de bois d'une épaisseur approximative d'un bras d'homme et de 4 à 3 mètres de long était préparé. L'extrémité n'était pas trop pointue, car cela tuerait trop rapidement. Au lieu de cela, elle était arrondie, parfois graissée. La victime était allongée sur le sol. Le piquet était inséré dans l'anus ou le vagin, puis soigneusement enfoncé dans le corps. C'est là que l'expertise de Vlad devenait évidente. Ses bourreaux savaient exactement comment insérer le piquet pour éviter des dommages immédiatement fatals. Ils le manœuvraient au-delà des organes vitaux, le faisant passer à travers la cavité corporelle comme une procédure médicale grotesque. Le piquet émergeait quelque part près du cou ou de l'épaule. Puis le piquet était planté verticalement dans le sol, laissant la victime suspendue dans les airs, la gravité la tirant lentement vers le bas sur le piquet. La mort pouvait prendre des jours. La victime glissait le long du piquet millimètre par millimètre, son propre poids le poussant plus profondément. Elle mourait d'une combinaison de facteurs: hémorragie, choc septique, déshydratation, exposition. Les oiseaux commençaient à se nourrir des victimes alors qu'elles étaient encore vivantes. Dans certains cas, un bloc de bois était fixé au poteau pour empêcher le corps de glisser trop rapidement, prolongeant ainsi l'agonie. En 1462, Vlad créa son chef-d'œuvre d'horreur. Lorsque le sultan ottoman Mehmed II approcha la capitale de Vlad, Targovishte, avec une armée, il trouva 20 prisonniers turcs empalés dans une forêt de poteaux à l'extérieur de la ville. Hommes, femmes et enfants étaient disposés en rangées régulières, leurs corps à différents stades de décomposition. Le poteau le plus haut contenait Hamza Pacha, le commandant ottoman. Vlad croyait en l'empalement hiérarchique, les victimes de rang supérieur étant placées sur des poteaux plus hauts. Ce spectacle était si horrible que l'armée ottomane, des guerriers endurcis qui avaient conquis Constantinople, refusa d'entrer dans la ville. Les chroniqueurs rapportèrent que certains poteaux contenaient encore des victimes vivantes, leurs gémissements formant un chœur d'agonie. L'odeur était suffocante, un mélange de sang, de fesses et de chair en pourriture qui pouvait être senti à des kilomètres. Mehmed, qui avait vu d'innombrables batailles, aurait vomi à la vue du spectacle et ordonné à son armée de se retirer. Vlad prenait parfois ses repas tout en regardant des gens être empalés. Une histoire raconte que des ambassadeurs étrangers se plaignirent de l'odeur lors d'un tel dîner. Vlad les fit empaler sur des poteaux particulièrement hauts, plaisantant qu'ils seraient au-dessus de l'odeur là, haut. Il aurait empalé entre 40 et 100 personnes pendant son règne. Le taureau de bronze prenait la torture dans une autre direction. Il transformait l'agonie en art. Créé par Périos d'Athènes pour Phalaris, le tyran d'Agrigente en Sicile, le taureau de bronze était une statue de bronze creuse représentant un taureau assez grand pour contenir un être humain. Une porte sur le côté permettait de placer la victime à l'intérieur, puis un feu était allumé sous le ventre du taureau. Au fur et à mesure que le bronze chauffait, la personne à l'intérieur était lentement rôtie vive. Mais le véritable génie de l'appareil, et j'utilise ce mot avec dégoût, était sa conception acoustique. La tête du taureau contenait un système complexe de tubes et de tuyaux qui transformaient les cris de la victime en ce qui ressemblait au mugissement d'un taureau. Plus la victime criait, plus le taureau semblait prendre vie, de la fumée s'échappant de ses narines, des mugissements faisant écho sur le terrain d'exécution. Selon la légende, lorsque Pérille présenta son invention à Phalaris, le tyran lui demanda de démontrer le système sonore. Pérille entra à l'intérieur pour montrer comment fonctionnaient les tuyaux. Phalaris verrouilla immédiatement la porte et alluma un feu en dessous, faisant de l'inventeur la première victime de sa propre création. Il fut retiré avant sa mort et jeté d'une falaise. Mais le message était clair. Même les créateurs de machines de torture n'étaient pas à l'abri de celle-ci. Le taureau de bronze tuait par une combinaison de facteurs. La victime souffrirait d'abord de la chaleur extrême, sa peau prenant des cloques et brûlant. À mesure que la température augmentait, elle commencerait à cuire littéralement de l'extérieur.
Le métal deviendrait finalement assez chaud pour faire fondre la graisse corporelle, la faisant littéralement frire dans ses propres fluides. La mort surviendrait d'une combinaison d'hypothermie, de choc et, finalement, de la cuisson des organes vitaux. Ce qui rendait le taureau de bronze particulièrement cruel, c'était l'aspect spectacle. L'agonie de la victime devenait un divertissement. Ses cris se transformaient en rugissements théâtraux de la bête de bronze. Des foules se rassemblaient pour voir le taureau prendre vie, de la fumée s'échappant de ses narines, ses rugissements devenant plus forts à mesure que la souffrance de la victime s'intensifiait. Ces dispositifs n'étaient pas seulement des instruments de torture. C'étaient des instruments de terreur conçus pour briser non seulement les corps, mais aussi les esprits, pour créer une telle peur que des populations entières se soumettraient plutôt que de risquer de les affronter. Ils représentent l'humanité à son pire, le point où la créativité et l'intelligence étaient entièrement tournées vers le but de créer la souffrance. Les hommes qui utilisaient ces dispositifs approchaient la torture avec la méthodologie des scientifiques, documentant ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas et combien de temps une personne pouvait endurer chaque étape. Ils transmettaient ces connaissances de génération en génération, affinant leurs techniques et améliorant leurs dispositifs. Ils ont transformé la souffrance en profession. Et voici ce qui me hante le plus. Ils ont fonctionné exactement comme prévu. Ils ont obtenu des aveux, bien que ces aveux étaient sans valeur, prononcés seulement pour arrêter la douleur. Ils ont terrorisé les populations pour les soumettre. Ils ont créé des spectacles qui se sont gravés dans la mémoire collective, des histoires transmises de génération en génération comme des avertissements. Les chambres de torture de l'Europe médiévale n'étaient pas cachées par honte. Elles faisaient partie du système judiciaire, leur utilisation étant codifiée dans la loi. Les hommes qui utilisaient ces dispositifs n'étaient pas considérés comme des monstres. C'étaient des fonctionnaires, payés, ayant droit à une pension. Les foules qui se rassemblaient pour regarder n'étaient pas des barbares. C'étaient des gens ordinaires qui amenaient leurs enfants pour voir la justice se faire.